vous entend. Cette conférence va maintenant On être m'entend. enregistrée. Alors, par contre, moi, j'ai très peu de retour de son. On va mettre un peu plus de volume de notre côté. Oui. Voilà. On va aller beaucoup mieux. OK. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre, Monsieur le Président. Eh ben, tout à fait, on ne va pas perdre de temps, je vous donne tout de suite la parole. Eh bien, écoutez, je vous la rends pour une petite introduction. Est-ce que vous voulez dire un mot en introduction de cette réunion? Ouais. On se donne un petit peu de temps à la fin pour les questions, comment on fait? Ah, je pense qu'on prendra des temps d'échange après chaque petite série pour les questions pour que ça soit un peu plus dynamique, si ça convient. Ben oui, j'aime mieux, ça Et serait mieux puis aussi. après, ben, chacun peut soit poser ses questions en ouvrant son micro, soit les mettre dans le chat aussi. On peut éventuellement faire comme ça, selon ce qui arrange. Ok, Mais je pense qu'on peut d'accord. les poser. Mais n'importe comment, il y aura un compte-rendu qui sera fait par par Christine, hein, notre secrétaire. Hein. Oui, parfait. Donc on doit, Madame Goubert, elle s'excuse. Hein. Oui, alors c'est ça. Donc, on a les excuses de Madame Goubert qui aurait vraiment aimé être là ce soir et qui a eu un contretemps et qui ne pourra pas être avec nous. Oui. C'est bien indépendant de sa volonté. Et donc, je vais la représenter pour cette réunion. D'accord. Pas de problème, monsieur Paz. Donc, voilà. On peut démarrer. Est-ce que vous souhaitiez du coup dire un petit mot, vous, en introduction? Non, je souhaite la bienvenue donc à toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Je crois qu'on est une soixantaine, je crois, hein, suivant ce qu'on va annoncer. Donc, c'est la deuxième visio qu'on fait au niveau de l'association des maires ruraux depuis les dernières élections. Donc, il y en aura d'autres. Voilà, je ne veux pas traîner plus longtemps. Je vous souhaite une bonne soirée. Eh ben, merci beaucoup. Donc, cette réunion, elle vient s'inscrire dans une série de réunions et communications qu'on a souhaité faire dans la foulée des élections municipales. Donc, on a probablement déjà rencontré un certain nombre d'entre vous en préfecture fin avril dernier pour l'accueil des nouveaux maires par Monsieur le Préfet. Et puis, on aura également dans la poursuite une série. Alors, on a des petits problèmes avec notre diaporama. J'espère qu'on va réussir à s'en sortir. Voilà. On aura également une série du coup de réunions dans la poursuite de tout ce processus de communication auprès des nouveaux maires et auprès de tous les maires, des séries par arrondissement. Donc, on passe un peu les mêmes messages à ces différentes réunions. Aujourd'hui, du coup, on aura peut-être juste un peu plus de temps et également plus de temps pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez vraiment pas à intervenir. Alors, pour peut-être une présentation de l'ordre du jour de cette séquence d'aujourd'hui, si on arrive à m'afficher l'ordre du jour. Non, on n'y arrive pas. Bon. Donc, les points qu'on va aborder, en fait, en introduction, je vous présenterai la DDFIP du 12, sa structuration, pour que vous ayez une vision un peu globale de nos services. Par la suite, on prendra un peu le temps de détailler les interlocuteurs DDFIP des collectivités territoriales, c'est-à-dire les représentants de la DDFIP en tant qu'élus que vous avez le plus souvent l'occasion de côtoyer. On présente également l'offre de services, l'offre de partenariat que nous avons à destination des collectivités. Et puis, on présentera quelques sujets d'actualité qui sont parmi les sujets les plus importants du moment. Donc, je pense à l'offre de services de la DGFIP, le passage à la facturation électronique, la généralisation du compte financier unique, et puis la réduction du nombre de chèques et la prévention des modes de paiement alternatifs
Et puis en conclusion, on aura une petit rappel des différentes ressources documentaires qui soient à votre disposition dans le champ de compétences de la DGFiP. Alors, j'ai l'impression que ça… Ah, ça y est, c'est tout bon. Alors, la présentation… par contre, on n'arrive pas à le mettre en plein écran, le diaporama? Ça ne fonctionne pas? Est-ce que vous le voyez déjà depuis vos postes? Oui. Non. Non? Il n'y a rien de partagé? Pardon, on le voit, oui, oui. Si, je le vois. Ok. L'écran? Il est partagé, oui, pas de souci. Ok. Si, on le voit. Alors, les interlocuteurs, enfin, la présentation, pardon, de la DDFiP du Doubs. Si on peut passer à la diapo d'après. Eric? Oui. Ah, si, il est là. Oui, mais… Voilà. Donc, la DDFiP du Doubs, en fait, schématiquement, on peut la présenter en deux composantes. Une direction qui est présente sur le site Quai Picard à Besançon, là où nous sommes ce soir actuellement, avec donc Madame Chantal Goubert. Donc, les documents, ils vous seront adressés, hein, s'ils ne sont pas très, très lisibles en projection de loin, ce n'est pas forcément un problème. Chantal Goubert, directrice, et en dessous, trois pôles différents, dont un pôle qui est celui qui vous concerne directement en tant qu'élu, qui est un pôle qui comprend l'animation de tout le réseau secteur public local, et puis également sur un sujet qui vous concerne beaucoup moins, la fiscalité des particuliers, des professionnels. Dans ce pôle dans lequel il y a la partie accompagnement des collectivités, on trouve deux divisions, dont une division qui est dirigée par Sonia Lachavanne, la division partenaire. Donc Sonia qui est en ligne avec nous également ce soir, qui vous présentera des éléments. Et c'est dans cette division que vous allez retrouver l'ensemble de vos interlocuteurs, avec la partie mission foncière, domaine politique, voilà, qui sont des sujets sur lesquels vous pouvez de temps en temps être sollicité. Vous pouvez avoir du patrimoine que vous allez céder ou au contraire acquérir. Vous avez, donc ça c'est Marie-Armelle Laurent-Boineau chez nous. Vous avez Éric Guiret qui lui va être en charge vraiment spécifiquement du service des services de gestion comptable et des CDL, du pilotage de l'animation de tout ce réseau-là. Et puis, vous avez également le service des impôts fonciers du Doubs, service pareil avec lequel vous pouvez être en lien et qui est dirigé par David Peg. Et puis, au-delà de cette direction, on a également tout un réseau de proximité, un réseau de terrain. Et donc, c'est la petite carte que vous aviez juste à côté. Et on voit qu'on a 6 services de gestion comptable, dont 2 ont une antenne, donc celui de Val-d'Aon qui a une antenne à Baume-les-Dames, et puis celui de Montbéliard qui a 2 antennes, une à Sainte-Suzanne et une à Audincourt. Donc ça, c'est vraiment le réseau de proximité des services de gestion comptable. Sur la diapo d'après, vous voyez, donc hein, tous ces documents vous seront donnés, mais les 6 comptables publics qui sont présents sur le territoire et qui maillent le territoire avec leurs coordonnées. Et puis, sur la diapo encore d'après, vous voyez l'ensemble des territoires des conseillers aux décideurs locaux qui sont par couleur, là, et vous voyez là aussi leurs coordonnées. Donc, en fait, pour vous, en tant qu'élus, vos interlocuteurs, et on va détailler leur rôle après, les plus privilégiés, eh bien, c'est votre comptable et votre conseiller au décideur local. Le conseiller de décideur local, qui est un acteur de proximité, qui sera toujours votre point d'entrée vers le réseau des DDFiP. Et puis, le comptable qui, lui, pourra vous aider également dans la gestion comptable de votre collectivité. C'est en entrant par ces acteurs de proximité, notamment le CDL, que vous pouvez aussi aller chercher toutes les ressources du réseau des GFIP, que ce soit les compétences et des acteurs qui sont présents ici en direction, mais également en interrégion et pourquoi pas même au niveau national lorsque vous avez un sujet qui est particulièrement technique ou particulièrement pointu. Voilà, le CDL, c'est celui qui pourra répondre à toutes vos interrogations. Les grands messages que je voudrais juste passer avant de passer du coup au sujet qu'on a choisi de développer avec vous aujourd'hui, c'est l'importance d'un travail en partenariat
entre les élus et les finances publiques. Votre CDL, votre comptable, plus largement tous les agents des défis du Doubs sont à votre disposition. Et je crois qu'il est important qu'on ait des relations les plus régulières et les plus étroites possibles. Alors, évidemment, ça, c'est le sujet auquel on pense très spontanément. C'est au service d'une gestion, d'une bonne gestion comptable et financière de votre collectivité pour vous accompagner dans l'ensemble des étapes, bien évidemment, mais plus largement au service finalement aussi des projets dans votre mandat, de l'ensemble des projets que vous pouvez avoir. L'objectif, c'est que vous ayez des interlocuteurs avec qui vous développiez des relations de confiance qui vous permettent, par exemple, de les interroger très en amont quand vous avez un gros projet, un projet d'investissement, par exemple, quand vous avez des interrogations pour que on puisse vous accompagner et faire en sorte que l'ensemble des sujets soient les plus bordés possibles et les plus sécurisés pour vous en tant qu'élu. Les projets, on constate que les projets sont de plus en plus complexes, que les montages juridiques, financiers sont également de plus en plus complexes. Donc, votre CDL, c'est celui qui va pouvoir vous proposer, par exemple, une analyse financière qui va pouvoir vous proposer aussi, vous aider, par exemple, à valider un modèle de délibération, qui va pouvoir vous aider pour un projet d'investissement à voir comment est-ce qu'on gère la TVA, par exemple, sur ces sujets-là qui sont des sujets techniques. C'est vraiment vos interlocuteurs de proximité. Voilà, ils sauront vous apporter l'accompagnement nécessaire. Je vais passer la parole du coup à mon collègue Éric Guiret qui va pouvoir vous parler un peu plus précisément du comptable et de son rôle, du service de gestion comptable, donc le service dans lequel que dirige le comptable, et puis des conseillers aux décideurs locaux dont je vous ai parlé en expliquant un peu plus précisément les attributions. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions? Est-ce que vous souhaitez poser des questions? Est-ce que vous souhaitez que, s'il y a des points qui ne sont pas clairs, est-ce que vous avez des interrogations? Nous avons quelques questions, Monsieur Chapas, par rapport à notre logistique. Oui. Oui, on entend un petit signal sonore. Effectivement, ce sont les personnes qui se connectent et qui émettent un petit signal sonore. Ça devrait se régulariser. Et puis, malheureusement, je ne sais pas si notre présentation est bien visible par tous. Nous sommes en plein écran chez nous, mais a priori, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Oui, alors, bon, pour cette présentation, ne vous inquiétez pas. Ce qui compte, c'est que vous arriviez à suivre le déroulé de ce qu'on va vous raconter. La présentation, elle vous sera adressée et vous pourrez la consulter. Les cartes là que j'ai remises sont simplement des illustrations. C'est des cartes qui sont lisibles qu'en grand format de toute façon, donc même en diaporama, c'est un peu compliqué. L'idée, c'était de vous dire que on va vous transmettre les coordonnées de toutes les personnes qui vont pouvoir vous aider tout au long de votre mandat. Ces personnes de proximité CDL comptable, vous avez leur 06, il ne faut pas hésiter à les contacter. Je pense également que les conseillers aux décideurs locaux, on leur a passé l'info de toute façon d'aller à votre rencontre. Donc vous aurez très prochainement une rencontre avec votre CDL et possiblement votre comptable et vous pourrez aborder tous les sujets que vous souhaitez à cette occasion-là. Donc il n'y a pas de sujet de fond en fait à ce stade? A priori, non. Alors, à Bétoncourt, on me dit qu'on a la possibilité de zoomer. La difficulté, c'est qu'en fait, on est sur plusieurs écrans différents pour afficher et que malheureusement, c'est un peu compliqué chez nous. Par contre, vous me confirmez que vous nous entendez correctement, en tout cas. Oui, oui. Eh bien, écoutez, je vais laisser la parole à Éric Guiret qui va venir du coup à ma place et qui va vous parler de vos interlocuteurs, du rôle du comptable, du rôle du CDL. Ah, vous pouvez le faire ta page ? Alors, je peux. Voilà, donc je suis Éric Guiret. Bienvenue dans cette visio. Excusez-nous pour les petits problèmes logistiques. Nous sommes à deux endroits différents et ce n'est pas forcément évident de vous dérouler ce diaporama. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, a priori, oui. Je vais vous parler un petit peu des interlocuteurs principaux des collectivités territoriales. Pour les maires déjà en place ou les nouveaux maires, vous allez bien sûr connaître le comptable. Le comptable, il est à la tête
d'un SGC. Un SGC, c'est le service de gestion comptable. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, ce SGC, ce comptable, tiennent votre comptabilité. Vraiment, ils tiennent la comptabilité des recettes, ils encaissent vos produits locaux et sont chargés également derrière de procéder au recouvrement. Le SGC, son comptable, paye aussi toutes vos dépenses. Vous décidez des dépenses, vous organisez, vous avez par exemple des réparations de voirie, etc. Vous nous faites passer la facture et c'est le comptable vraiment qui règle au fournisseur ses dépenses. Peut-être les avez-vous déjà rencontrés, SGC de Besançon, de Pontarlier, d'Ornans, etc. Voilà, ce sont vos interlocuteurs privilégiés. Vous pouvez leur poser des questions qui sont vraiment tournées vers la comptabilité, des aspects techniques. Le SGC, donc je vous le disais, tient la comptabilité. Il est chargé aussi de produire votre compte financier unique en fin de gestion. Ce compte financier unique qui remplace, pour ceux qui l'ont connu, le compte administratif et le compte financier. Aujourd'hui, on parle de compte financier unique, c'est le document unique de fin de gestion qui retrace toute votre comptabilité sur l'année écoulée. Le comptable, il tient votre compte bancaire également. Il suit votre trésorerie. Vous n'avez pas manié de fonds publics, c'est le comptable qui le fait pour vous. C'est le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables. Le comptable encaisse vos recettes, gère vos dépenses et gère également votre compte bancaire. Et en fait, d'autre part, il suit votre comptabilité patrimoniale. Toutes les collectivités ont un actif. L'actif, c'est l'équivalent d'un inventaire qui est tenu chez vous. L'état de l'actif, l'inventaire, ce sont deux éléments qui retracent tous les biens que possède votre collectivité et qui sont également suivis au sein du service de gestion comptable. Lorsque vous faites des acquisitions, lorsque vous faites des ventes, lorsque vous faites des réformes, lorsque des biens sont détruits, etc., ou voilà, lorsque vous échangez des biens, c'est ce qu'on appelle donc l'état de l'actif ou l'inventaire. Je vous invite à retenir ces deux notions parce que c'est des éléments qui sont somme toute importants et l'actif qui est tenu par le comptable et l'inventaire qui est tenu dans votre comptabilité doivent correspondre parfaitement. Et donc, je vous invite à, voilà, à regarder un petit peu de plus près vos inventaires et d'échanger régulièrement avec le SGC sur les opérations immobilières, notamment sur les opérations de l'actif. Voilà, je vous ai parlé des dépenses. Le comptable paye vos dépenses, il encaisse vos recettes et le comptable également contrôle vos régies pour les collectivités qui ont des régies et vous donne tous les conseils par rapport à vos régisseurs, par rapport aux opérations proprement dites. Je vais passer à la diapo suivante. Est-ce que vous avez des questions par rapport au comptable public? Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Est-ce que vous êtes déjà allé dans un service de gestion comptable pour voir comment un petit peu on fonctionnait? Vous pouvez me laisser vos commentaires dans le chat et puis je vous répondrai un petit peu plus tard. Autre interlocuteur privilégié des collectivités locales, M. Chapaz vous a abordé un petit peu le sujet, c'est le conseiller aux décideurs locaux. Donc, le conseiller aux décideurs locaux, c'est vraiment le référent de premier niveau. Il est à contacter dans tous les cas. Pour toutes les questions que vous pouvez vous poser, ce conseiller aux décideurs locaux, il est vers vous régulièrement. Il vient vers vous régulièrement pour vous parler des réformes de la DGFiP, bien sûr. Il vient vers vous en cas de besoin, lorsque vous avez des besoins, des projets. Voilà, il vous accompagne. Il est axé sur le partenariat. Il répond à toutes vos questions, qu'elles soient budgétaires, lorsque vous élaborez votre budget. Il peut vous conseiller également en matière de dépenses, ce qu'on appelle le contrôle hiérarchisé de la dépense, le contrôle de vos dépenses, des pièces qui sont associées à vos pièces de dépenses, les fournisseurs. Il vous conseille en matière de recettes, de recouvrement également.
Et puis, je vous le disais, il s'occupe également de vous conseiller pour vos régies, l'optimisation des régies, la modernisation des moyens de paiement, etc. Mais aussi, vous êtes concerné par la partie fiscale dans vos collectivités, la fiscalité directe locale, les bases fiscales, mais aussi la TVA. Et là encore, ce sera votre conseiller au décideur local qui sera votre référent de premier niveau et donc ne pas hésiter à le solliciter. Monsieur Maître, vous n'avez pas encore rencontré votre CDS, ça ne saurait tarder puisque si vous êtes nouvel élu, il va venir prochainement à votre rencontre et puis vous pourrez échanger donc sur le mode de fonctionnement que vous souhaitez avoir. Est-ce que vous avez des questions sur les personnes interlocutrices à la DGFiP? Pour certains d'entre vous, peut-être que ce n'est pas nouveau et puis que c'est un exercice rodé. Voilà, je vais laisser la parole à ma collègue qui va vous parler des échanges avec la DGFiP au quotidien pour vous. Je ne la vois pas, si elle m'entend. Oui. Je vais laisser la parole à Madame Lachavanne. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, alors du coup, normalement, j'avais prévu de parler sur le partenariat, mais je peux parler tout de suite du PIGP, comme tu veux, Eric. Dans l'ordre des diapos, on est sur le portail de la gestion publique. Ouais, mais moi, c'était sur le partenariat que je devais intervenir juste après. Alors, tac. Mais comme tu veux. Alors, le portail, c'est Olivier Chapaz, là, le portail, en fait, on peut le laisser Voilà. pour information. Alors, on va pas forcément passer du temps dessus, mais c'est l'applicatif qui vous permet, voilà, donc ça, vous l'aurez dans le diaporama. Oui, non, simplement peut-être revenir juste en avant ce qu'on voulait. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. On voulait simplement vous montrer quelques copies écran. C'est juste avant donc, mon intervention sur le partenariat concernant le tableau de bord financier. Donc, c'est un tableau de bord financier qui est accessible via le portail Internet de la gestion publique. Une habilitation qui vous est donnée par votre comptable. Et ce tableau de bord financier, il est intéressant parce qu'il vous donne des informations, je dirais, en direct sur différents indicateurs, que ce soit le taux de recouvrement, le délai de paiement. Vous avez un petit tableau de synthèse dans ce tableau de bord financier, si on arrive à vous montrer quelques exemples qu'on a mis à votre disposition. Donc, c'est très visuel, c'est intéressant. On peut en faire des extractions aussi, si on veut retravailler éventuellement certaines données. Donc, ça touche à la fois la dépense, le recouvrement. On voit aussi les opérations éventuellement qui restent à régulariser en comptabilité, que ce soit en dépenses, en recettes. Donc, c'est un outil partagé, je dirais, des informations financières et comptables de votre collectivité au sein d'Helios. Et donc, voilà, je ne sais pas si vous le connaissez déjà. On l'a évoqué rapidement à l'occasion de la dernière réunion des nouveaux maires à Besançon. Mais là, on voulait vous proposer quelques copies écran. Alors, je ne les vois pas à l'écran, mais c'est pas… On a un petit souci de diaporama, donc on est en train de le restaurer. C'est pas très grave, mais c'était surtout cette information-là, en fait, qu'on voulait vous diffuser, ce petit focus sur le tableau de bord financier. N'hésitez pas à demander cette habilitation et puis à aller le consulter parce qu'il y a des informations qui sont effectivement très intéressantes. Vous avez à la fois la possibilité sur certains indicateurs, par exemple sur le délai de paiement, de vous comparer sur un mois donné par rapport au même mois en N-1. Voilà, pour vous donner… voilà. Oui, on y était. Voilà, et rapidement. Voilà, pardon, excuse-moi. Voilà.
voilà, vous pouvez vous comparer donc cet indicateur au même mois, donc en N-1. Vous avez la possibilité de vous comparer également par rapport aux communes de la même strate de population. Donc ça, c'est voilà, une autre présentation de ces données financières. Donc il y a plusieurs approches dans ces données financières et qui sont donc à votre disposition. Voilà, je vous laisserai découvrir, sauf si peut-être certains d'entre vous connaissent déjà et veulent éventuellement témoigner sur ce tableau de bord financier. Mais voilà, je n'irai pas plus loin sur ce tableau de bord. Bon, on ne voit pas à l'écran, mais tant pis. Si, j'y arrive. Voilà. Oui, alors du coup, il n'est pas forcément très lisible, sauf si vous pouvez zoomer. Mais là, on est par exemple, comme je vous le disais, sur des comparaisons temporelles, hein, sur un mois donné par rapport au même mois de l'année précédente. Et donc, vous avez un petit graphique qui vous permet d'avoir une vision temporelle sous forme de graphique des résultats de l'indicateur. Donc, quand vous cliquez dessus. Mais là aussi, votre CDL, si vous souhaitez une démonstration de cet outil, pourra vous en faire une présentation un petit peu plus détaillée et personnalisée. Mais c'est assez intuitif, je dirais, comme mode de consultation des principales données comptables et financières de votre commune. Voilà, c'était simplement ce petit focus qui nous paraissait important de faire par rapport aux données de votre collectivité qui vous sont restituées via le tableau de bord financier d'Helios. Voilà, donc moi je vais poursuivre pour vous présenter donc l'offre de services rénovée de la DGFiP en matière de partenariat. Alors le partenariat, donc là on parle de partenariat formalisé par une convention. Donc c'est un partenariat qui existe, on va dire de longue date hein, au niveau de la DGFiP. Par contre, pourquoi est-ce qu'on a voulu vous en parler aujourd'hui? C'est parce qu'il a fait l'objet d'une rénovation complète, ce partenariat en toute fin d'année 2025, donc assez récemment. Et c'est pour ça qu'on a souhaité vous en parler aujourd'hui. Donc, le partenariat, c'est un levier de coopération très important entre l'ordonnateur et le comptable sur quelques thématiques choisies, hein, sur lesquelles on s'accorde pour mettre en place un certain nombre d'actions. Donc, ça permet à la collectivité de pouvoir bénéficier aussi par ce biais-là d'une offre de services un petit peu plus personnalisée de la part des services de la DDFiP. Alors, ce partenariat, il s'adresse à tout le monde, à toutes les structures, tous les organismes publics, hein, quelle que soit la taille, soit les petites communes, que ce soit des EPCI, que ce soit des syndicats, éventuellement même dans le domaine hospitalier, des établissements de santé ou des structures médico-sociales. Toutes les structures qui sont gérées par un comptable public peuvent bénéficier de ce type de convention de partenariat. Elle engage à la fois la collectivité, le comptable et puis donc le CDL et puis également la direction, puisque comme on le verra au travers de certaines actions, notamment ce qui peut toucher à la fiscalité, ce sont parfois des services en direction qui interviennent directement pour délivrer ces prestations de conseil. Donc, pourquoi ça a été rénové? Parce qu'effectivement, ces conventions, comme je le disais, elles existaient depuis longtemps. Donc, il a fallu aussi le réactualiser à l'aune des grandes réformes hein, de la DGFiP. On y trouve notamment des nouvelles fiches actions liées à la facturation électronique. Hein. On reviendra aussi tout à l'heure sur ce sujet. On y trouve aussi des fiches actions liées à la maîtrise des risques, à la prévention des cyberattaques. Donc, voilà, on a des
des fiches actions qui ont été réactualisées pour les faire coller davantage à nos sujets d'actualité. Ces conventions-là, elles sont signées donc. Alors, si tu peux revenir un petit peu en avant, Eric, parce que là, je ne suis pas sur cette diapo. D'accord. Ouais, la diapo d'avant. Voilà. Merci. Donc, ce partenariat, il est conclu pour une durée pluriannuelle, hein, on verra tout à l'heure. Il peut toucher tous les sujets qu'on a en commun, hein, au niveau de la chaîne financière et comptable. Ça peut être la dépense, si on a envie de travailler par exemple sur le délai global de paiement. Ça peut être la recette, ça peut être les deux. Ça peut être une action de maîtrise des risques. Ça peut être des actions sur la gestion de la trésorerie. Toutes les thématiques comptables et financières que nous avons en commun peuvent être couvertes par cette convention de partenariat. On peut y retrouver des sujets de qualité comptable. Hein. On parlait de l'ajustement de l'inventaire et de l'état de l'actif, par exemple. Un accompagnement sur des projets d'investissement. Ça peut être aussi intéressant d'avoir cet accompagnement personnalisé. Donc, on a un certain nombre de thématiques que je vais vous exposer en fonction de fiches actions, hein, que vous pouvez choisir dans ce catalogue-là. Et en fait, ce partenariat rénové, il s'inscrit complètement dans le nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics, hein, ce régime juridictionnel commun à l'ordonnateur, enfin à tous les gestionnaires publics, hein, ordonnateurs, comptables, et ça permet de maîtriser conjointement l'ensemble d'une chaîne de travail. Donc, c'est effectivement très important aussi en termes de maîtrise des risques d'associer tous les acteurs d'une même chaîne. Donc rapidement, voilà, la durée, c'est pluriannuel, hein, parce qu'il faut bien sûr avoir le temps de développer les actions. La durée préconisée et minimale, c'est 3 ans. Ça peut aller jusqu'à 5 ans, mais on préfère avoir un format plus court, de façon à faire vivre aussi ces conventions, quitte après à reprendre éventuellement au bout de 3 ans, si on n'a pas pu aboutir sur toutes les actions, reprendre certaines d'entre elles et puis repartir aussi sur d'autres thématiques. Une convention, elle peut être établie à partir du moment, et là aussi c'est une simplification, hein, où on a au moins 2 domaines d'action sur lesquels on souhaite travailler. Donc, c'est un socle minimum, hein, on peut aussi en choisir plus si on le souhaite. Bon, l'idée, c'est comme je dis, d'avoir un format quand même relativement court, hein, pour adapter aussi nos actions sur nos thématiques prioritaires. On a donc mis à disposition, et là aussi, hein, votre CDL pourra vous le présenter de façon plus détaillée que ce que je peux faire là. Vous avez à disposition un catalogue de fiches actions. Hein, donc, dans différentes, donc, il y a 6 thématiques, hein, que vous retrouvez ici à l'écran. Et chacune de ces thématiques est déclinée d'un certain nombre de fiches actions. On en a 40 au total. Et ces fiches, bon, ce sont des modèles, hein, mais c'est complètement adaptable, bien sûr, au niveau local, en fonction des besoins des collectivités. Donc là, voilà, je vous ai choisi de vous montrer, par exemple, ça aussi, parce que c'était une nouvelle thématique donc sur la maîtrise des risques. Donc, à l'intérieur de cette thématique, on y retrouve quoi? On y retrouve des exemples de fiches actions. Donc, par exemple, pour faciliter le partage d'informations. Et les procédures. Ce sont des procédures communes. On peut partager l'information ordonnateur comptable, par exemple, sur les marchés publics. On peut mutualiser des formations, des fiches de procédure. Ça peut être aussi des actions sur les régies du secteur public local. Hein. On sait que ce sont des secteurs sur lesquels une attention particulière doit être portée, hein, compte tenu de la thématique de maniement des fonds. Donc, on peut décider conjointement, ordonnateur et comptable, de mettre en place des actions liées à la sécurisation des régies.
Important aussi, on voit, on a une fiche par exemple sur la prévention du risque de cyberattaque. On voit que c'est effectivement un risque accru. Hein. On est de plus en plus concernés collectivement par les cyberattaques et on en a eu, nous, effectivement, à gérer en fin d'année dernière dans le Doubs. Donc, comment est-ce qu'on s'organise? Quelles sont les informations qu'on se communique en amont pour que, au moment venu, de part et d'autre, on ait les infos utiles et qu'il n'y ait surtout pas de rupture dans la continuité de nos missions et du service rendu, ou en tout cas le moins d'impact possible. Et donc pour ça, il faut pouvoir s'y préparer ensemble. Et donc voilà, on a par exemple un modèle de fiche sur la maîtrise des risques. Voilà un petit peu les quelques exemples que je voulais vous donner. Là, c'est sur la maîtrise des risques, mais comme je disais, on a des sujets liés à la dépense, à la recette. On a aussi des accompagnements, comme on disait, en matière par exemple, de fiscalité directe locale, d'appui au contrôle de délibération, en matière financière, si vous avez des projets d'investissement, c'est important de pouvoir les anticiper au maximum. On vous met à disposition des analyses financières rétrospectives, prospectives, pour pouvoir étudier les marges de manœuvre financières de la collectivité dans le cadre de ce projet d'investissement. Voilà un petit peu les différentes thématiques qu'on peut vous proposer, avec à chaque fois des propositions de fiches actions qui permettent de décliner cette thématique-là. Et une fois de plus, le socle minimal, voilà, c'est de pouvoir travailler sur 2 domaines à minima, mais après, les fiches actions sont bien sûr adaptables en fonction des besoins. Merci beaucoup, Sonia. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet du partenariat? On a une question de M. Bondy sur la fiscalité directe locale sur le portail. Est-ce que vous m'entendez, M. Bondy? Oui. Effectivement, sur le portail Internet de la gestion publique, vous avez un onglet fiscalité directe locale. La demande d'habilitation se fait directement au SGC de Val-d'Aran. Oui. Pour répondre à votre question. Merci beaucoup. Je vous propose, alors voilà, qui nous répond. Monsieur Bondy a bien vu sa réponse puisque je vois son petit message. Merci beaucoup. Voilà. Je vous propose un simple mail suffira. Je vous propose qu'on passe du coup au sujet facturation électronique, qui est un des gros sujets de l'année 2026, puisque c'est un sujet important pour les collectivités locales et également pour l'ensemble des entreprises. Donc, vous pouvez être à la fois, bien entendu, questionné sur votre passage à la facturation électronique, mais vous pouvez aussi avoir des questions de la part de vos administrés quand ils ont une activité qui est dans le champ commercial. Et là, c'est Pierre-Éric Luberne de la direction qui va vous présenter le sujet en vous expliquant comment vous préparez en tant qu'élu à la facturation électronique en 2026. Oui, bonsoir à tous, Pierre-Éric Luberne, je suis référent en facturation électronique à la DDFiP de Besançon. Quelques mots sur cette grande réforme qui arrive très vite, puisque au 1er septembre 2026, toutes les entités, dès lors qu'elles sont soumises à TVA et qu'elles soient publiques ou privées, sont concernées par cette réforme de la facturation électronique. Au 1er septembre 2026, donc toutes les entités publiques, c'est-à-dire l'État, les collectivités locales et leurs établissements publics, devront passer à la facturation électronique. Très concrètement, ça signifie que si vous adressez des factures avec TVA, par exemple concernant de l'eau, de l'assainissement ou tout autre type d'activité de nature économique ou commerciale, vous allez adresser une facture un format structuré spécifique, électronique, avec des données complètement dématérialisées. Voilà ce que c'est qu'une facture électronique. Ce sont des données de facturation complètement dématérialisées. Si votre usager, en revanche, n'est pas assujetti, si par exemple vous adressez des factures à un particulier,
vous êtes également concerné par cette réforme de la facturation électronique. Alors, il ne s'agira pas d'adresser une facture au format électronique, elle sera transmise comme aujourd'hui. En revanche, en tant que collectivité, vous devrez effectuer une déclaration de données de facturation et de TVA à l'administration fiscale par l'intermédiaire d'une plateforme qui s'appelle Chorus Pro. Cette facturation électronique n'est pas un sujet nouveau pour les collectivités locales parce que Chorus Pro, vous l'utilisez déjà, à la fois en réception comme en émission. En réception, actuellement, lorsque votre collectivité travaille avec une entreprise privée, cette entreprise privée va adresser ses factures sur Chorus Pro. Demain, lorsque vous adresserez une facture électronique à une entreprise privée, vous le ferez, ou à un organisme public d'ailleurs, vous le ferez également par l'intermédiaire de cette plateforme Chorus Pro. Alors, un petit schéma, Eric, sur cette réforme pour la rendre un peu plus concrète. Sur le haut du schéma, en tant que collectivité à votre gauche, vous allez émettre des flux de facturation qui sont reçus par un logiciel, le logiciel du comptable public, le logiciel Helios, qui, en fait, logiciel comptable du comptable public, qui, lui, va fabriquer, en fait, cette facture électronique. Donc, en tant que collectivité, ce n'est pas vous qui allez la faire, c'est le logiciel Helios qui va récupérer vos données dématérialisées pour les mettre au bon format de la facturation électronique et adresser ensuite la facture électronique à Chorus Pro. Chorus Pro, c'est la plateforme qui ensuite va permettre d'adresser cette facture à la plateforme agréée de l'entreprise, par exemple de l'entreprise privée assujettie à la TVA. L'enjeu pour la collectivité, c'est la dématérialisation des flux. Vous êtes à l'origine de l'émission des flux. Ces flux doivent être au format compatible avec la réforme de la facturation électronique, qui est le format XML. Et donc, en fait, l'enjeu va être d'utiliser ce format ASAP XML. Et c'est dans la diapositive suivante qu'on évoque, Eric, juste avant, s'il te plaît. Ouais. Le rôle du CDL. Donc, le rôle du CDL, c'est par exemple de regarder si votre collectivité utilise bien le PES-ASAP XML et qu'il est déployé pour pouvoir émettre des factures au format requis par la réforme. Voilà, pour dire les choses assez simplement, vous, en tant que collectivité, aujourd'hui, vous n'avez pas la main sur ce format XML, c'est votre éditeur de logiciel, par exemple, si vous êtes chez Berger-Levrault, mais tout autre éditeur de logiciel qui va mettre ces données de facturation au bon format XML. Et tout ça est en cours de déploiement. Et donc, aujourd'hui, les éditeurs de logiciels travaillent en fait à passer au XML pour que vos flux dématérialisés puissent être reçus convenablement par le logiciel comptable Helios. Voilà, donc en résumé, aujourd'hui, tout ça est en cours de développement. Vos éditeurs de logiciels, Berger-Levrault, etc., travaillent à la mise en place du format XML. Et le logiciel du comptable public Helios est également en cours de développement pour la partie format à la facturation électronique, puisque c'est Helios, encore une fois, qui va créer cette facture électronique pour ensuite la déposer automatiquement dans la plateforme publique Chorus Pro. Voilà, donc pour cette réforme assez évoquée de manière synthétique, il y a une question sur des entreprises. Alors, certaines petites entreprises ont du mal avec Chorus Pro. Elles nous donnent leur RIB, leur facture. Que faire dans ce cas précis en septembre? Alors, vous avez raison. Hein, parfois, on a des petites entreprises qui n'utilisent pas Chorus Pro. Alors, demain, pour être très précis, dans le cadre de la réforme de la facturation électronique au 1er septembre 2026, toutes les entreprises
privées, qu'elles soient petites ou plus importantes, vont devoir choisir une plateforme agréée, qui est une société privée, qui en fait va fabriquer la facture électronique pour le compte de l'entreprise et déposer cette facture électronique sur Chorus Pro. Et donc demain, on peut penser que grâce à cette réforme et au fait que toutes les entreprises doivent avoir une plateforme agréée, cette plateforme agréée, en fait, pour le compte de l'entreprise, va mettre directement sur Chorus Pro, donc avec une utilisation sans doute aujourd'hui à 100% de Chorus Pro, ce qui n'est pas le cas actuellement parce que les entreprises déposent directement sur Chorus Pro ou parfois ne le font pas effectivement. Alors, deuxième question, lors de factures de notre part à un particulier qui n'ont pas Chorus Pro, exemple à fois, je vous fais parvenir des factures à l'intéressé. Alors, Chorus Pro, c'est pas pour le particulier n'a pas à avoir Chorus Pro, lui. Hein. Donc, en fait, tout ça, ça sera transparent pour lui, puisque l'usager particulier n'est pas un assujetti à la TVA, et donc, il n'a pas à recevoir de facture électronique. Et ce que je disais, la facture, dans ce cas-là, elle sera transmise comme aujourd'hui. Donc, pas de difficulté par rapport aux particuliers qui n'ont pas à recevoir de facture électronique. Seules les entités privées assujetties à la TVA doivent recevoir une facture électronique. Si vous êtes assujetti à la TVA, doit-on raisonner par budget ou par personne morale, la commune dans son ensemble? C'est par budget. Hein. En fait, vous avez des budgets qui sont soumis à TVA, d'autres qui ne le sont pas. Et effectivement, il y aura une codification spécifique à partir du moment où votre budget il est avec TVA. Vous êtes dans la réforme de la facturation électronique. Alors, une question aussi de M. Belot, c'est payant pour les petites entreprises dès lors qu'elles devront utiliser une plateforme. Alors, effectivement, toutes les entreprises, qu'elles soient micro-entreprises, auto-entrepreneurs ou TPE, PME, voire la multinationale, passent à la réforme de la facturation électronique et donc, dans ce cas, sont obligatoirement, elles ont l'obligation d'avoir une plateforme agréée qui est une société privée qui se fait payer. Maintenant, il y a aussi, notamment pour les micro-entreprises, des sociétés qui proposent des services à des coûts très modiques, voire des banques ou des néobanques qui proposent des services tout en un à des coûts très modérés. Et donc, en fait, en réalité, tout dépend du choix que vous faites, parce que vous pouvez, dans le cadre de cette réforme, disposer d'un logiciel qui fait tout en un, qui fait effectivement la création de la facturation électronique, mais également votre logiciel passe la comptabilité, gère les stocks. Et là, effectivement, si vous êtes sur des logiciels qui font tout, le coût va être beaucoup plus élevé. Merci beaucoup, Pierre-Éric. Je vous propose, si je pense qu'on a épuisé les questions qui avaient été posées dans le chat, je vous propose qu'on passe à la généralisation du compte financier unique. Et là, si je ne dis pas de bêtises, c'est Sonia qui nous le présente. Alors, oui, effectivement. Donc, je vais reprendre la main pour vous parler du compte financier unique. Hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le support de reddition hein, de vos comptes annuels. C'est la loi de finances pour 2024 qui a prévu donc, sa généralisation, donc la généralisation de ce nouveau format de reddition des comptes. Elle a prévu sa généralisation sur 3 ans. Donc, les comptes 2024 déposés en 2025 et puis donc au plus tard les comptes 2026 déposés en 2027. Donc on y est, hein, c'est la dernière année pour pouvoir adhérer à ce format, ce nouveau format de compte financier unique. C'est la dernière ligne droite, donc c'est la raison pour laquelle on a là aussi souhaité revenir auprès de vous
sur cette généralisation parce qu'on n'a pas encore toutes les collectivités qui sont au CFU, on en a beaucoup, on verra les chiffres tout à l'heure, mais voilà, il nous en manque encore. Alors pour mémoire, on a 2 prérequis. C'est la diapo juste avant. On a le prérequis lié au référentiel comptable M57. Hein, donc, bon, là, je dirais ce prérequis, il est quasiment voilà, respecté par toutes les collectivités. On a quelques associations syndicales, ASA, AFR, associations foncières, qui restent encore sous l'ancien format M14. Mais je dirais que ce prérequis, il est acquis pour toutes les collectivités. L'autre prérequis, c'est celui-ci pour lequel on a un petit peu plus de difficultés, c'est le fait d'adhérer à acte budgétaire auprès de la préfecture, parce que là, en fait, on est dans un dispositif qui est entièrement dématérialisé, et ça, c'est une condition, c'est un prérequis. Et donc, pour cela, il faut que la collectivité ait adhéré à acte budgétaire de façon à envoyer tous les documents budgétaires à la préfecture via acte. Alors, donc ce sont ces 2 prérequis. Après, les collectivités éligibles, donc un petit rappel rapidement, parce que ce sont toutes les collectivités territoriales, les groupements, leurs établissements publics. Donc, on inclut également donc, les CCAS, les caisses des écoles, etc. On a donc les SDIS, les associations syndicales autorisées, les ASA, comme je le disais, également les associations foncières de remembrement. Donc, on a vraiment toutes les collectivités territoriales et leurs groupements qui appliquent donc le référentiel M57 ou M4, parce que là, on garde la nomenclature M4 pour les services industriels, publics et commerciaux. Pour autant, ces services-là, sous la nomenclature M4, doivent également passer au CFU. En fait, il n'y a que les établissements de santé et établissements sociaux et médico-sociaux qui sont sous la nomenclature M21 et M22 qui sont exclus de cette obligation de passage au CFU. Petite précision aussi, quand une collectivité passe au CFU, elle le passe pour tous ses budgets principaux, budgets annexes. On ne peut pas le faire à la carte, c'est tous ces budgets. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement sur le CFU. Donc, on l'a dit, l'avantage de ce CFU, c'est que ça met fin à ce doublon qu'on avait et qui pouvait comporter certaines lourdeurs, certaines redondances de confection d'un côté du compte administratif par la collectivité et de l'autre côté du compte de gestion par le comptable. Voilà, on avait des états parfois volumineux qui étaient parfois redondants, etc. Donc, le CFU, maintenant, on travaille sur un seul et même document. Et puis, l'avantage qu'on a aussi avec le CFU, comme c'est un processus entièrement dématérialisé, c'est qu'on peut bénéficier aussi de contrôles automatisés qui permettent de faire des rapprochements de cohérence et de concordance entre les états de l'ordonnateur et du comptable. Donc, ça simplifie aussi les travaux d'ajustement. Quelques chiffres. Alors, c'est juste la slide avant. Alors, je ne sais pas si c'est très lisible, mais le taux de déploiement pour les communes dans le Doubs, il est proche de 80%. Donc, c'est bien. Mais on voit qu'on n'a effectivement pas encore toutes les communes. Voilà, ce que je disais, c'est le prérequis acte budgétaire qui nous manque encore pour la plupart de ces communes. Alors là, c'est un taux qu'on vous donne de 80% uniquement pour les communes. En fonction du type de structure, on peut avoir des taux beaucoup plus bas. Par exemple, pour les syndicats, on a un taux de 53% et il est encore plus bas pour les ASA, les associations syndicales ou AFR. Bon, là, c'est un peu particulier. On a certaines structures qui sont dormantes, donc c'est un petit peu plus compliqué. Bon. Pour autant, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment la dernière ligne droite pour pouvoir passer au CFU en 2027 sur les comptes 2026. Donc, voilà, il faut vraiment pouvoir, pour celles qui n'y sont pas encore, faire les démarches nécessaires. Donc là, c'est la slide suivante.
Bon, simplement, effectivement, comme je vous disais, on a beaucoup de collectivités qui sont déjà passées, hein, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des choses qui ne changent pas, hein. Chacun garde son rôle respectif dans la confection des différents états du CFU. Il y a des états voilà, qui concernent et qui devront être complétés par la collectivité et d'autres états qui devront être complétés par le comptable pour former le CFU. Et chacun est responsable de la confection de ces états-là. L'architecture budgétaire de la collectivité reste identique, hein, on a un CFU par budget. Donc ça ne change pas non plus. Et les modalités de date du vote du CFU, effectivement, ne changent pas non plus, hein. Les comptes devront toujours être adoptés au plus tard le 30 juin N+1. Voilà, rapidement, comme je l'ai déjà dit, hein, ce CFU, déjà, ça nous simplifie la vie puisqu'on n'a plus qu'un seul document qui est unique. On a beaucoup moins d'annexes, hein, il y a des annexes qui ont été supprimées. Donc, on a des documents. L'avantage, c'est qu'on a sur un seul et même document à la fois les données d'exécution budgétaire, hein, qui relèvent de la commune, mais on a également les informations patrimoniales, la situation de l'actif, du passif. Donc, tout ça, c'est dans le même document, ce qui permet d'avoir vraiment une vision d'ensemble de la situation comptable de la collectivité. Donc, avec des maquettes qui sont simplifiées et plus complètes et avec une vision d'ensemble. Alors concrètement, comment est-ce qu'on doit faire si justement on n'est pas encore au CFU? Alors déjà, si votre collectivité remplit tous les prérequis, bon là, le formalisme est vraiment simplifié. Il y a simplement à se rapprocher de votre CDL, hein, et à nous communiquer simplement un écrit, un courriel, un courrier, ça nous suffit. Nous communiquer un accord de votre part, hein, de la part de l'ordonnateur pour passer au CFU. Donc là, on est vraiment dans un formalisme très, très simple. Et puis après, donc, avec votre CDL, vous pourrez en amont faire des tests de flux, etc., pour préparer au mieux la reddition de ce nouveau CFU. Mais le formalisme est vraiment simplifié. Si vous n'avez pas acte budgétaire, alors là, il faut se rapprocher de la préfecture, puisque bon, alors il n'y a plus l'obligation de délibérer, hein, pour adhérer à l'acte budgétaire, comme ça a pu être le cas à une époque. Donc, il n'y a plus besoin de délibérer, mais par contre, il faut toujours signer une convention, hein, avec les services de la préfecture pour l'adhésion à acte budgétaire. Donc, la préfecture… La question de Mme Sage. Pardon ? Acte budgétaire, ça répond à la question de Mme Catherine Sage qui dit pour les nouveaux, qu'est-ce que acte budgétaire, une plateforme de télétransmission? Oui, c'est ça. Oui, c'est une plateforme exactement. de télétransmission. Exactement. Et tu viens de répondre à la question, prendre la tâche de la préfecture afin de mettre en place cette plateforme. Voilà. On vous conseille de prendre la tâche de la préfecture. On vous a rappelé, donc c'est une note, une circulaire de la préfecture du 24 décembre 2024, hein, qui est également en ligne sur leur site, qui donne un petit peu plus de détails sur le passage au CFU. Et puis, on vous a mis pour mémoire les simplifications concernant actes budgétaires quand on a notamment des budgets rattachés, CCAS, caisse des écoles, qui ne dépassent pas un certain seuil financier. Du coup, ces structures-là peuvent passer par l'acte budgétaire de la collectivité de rattachement. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais rapprochez-vous vraiment de votre CDL qui pourra vous donner toutes les informations pratiques pour formaliser et finaliser cette adhésion au CFU, puisque c'est vraiment la dernière ligne droite pour déposer vos comptes 2026 en 2027. Sur les aspects techniques, c'est plutôt, pour ceux qui ont Berger-Levrault, c'est plutôt les services de la date qui pourront vous donner des éléments plus techniques sur la télétransmission, notamment des actes budgétaires. Voilà, Sonia, il y a deux questions auxquelles du coup on n'a pas répondu dans le chat. La première, c'est la commune de Béthencourt, donc qui nous dit qu'il n'a pas encore adopté le CFU, à qui s'adresser, du coup à votre CDL dans un premier temps, mais probablement à la préfecture également pour vérifier que le prérequis de dématérialisation des actes budgétaires est en place. Sinon, il suffira de le mettre en place avec la préfecture et puis par la suite d'adresser un courriel à votre comptable pour dire c'est bon, je bascule au CFU.
Donc, c'est assez léger comme démarche. Et puis, une question également, jusqu'à présent, la comptabilité des CCAS n'était pas dématérialisée. Elle l'est depuis quand? Sonia, sur la comptabilité des CCAS? Elle n'est pas dématérialisée. Alors, je ne vois pas la question. La comptabilité des CCAS n'est pas dématérialisée. Mais elle est bien tenue sous Helios, non? Alors, je ne sais pas si la personne qui a posé la question peut préciser un peu. J'avoue que je ne comprends pas trop la question. Enfin, pour moi, c'est forcément on est forcément en flux dématérialisé hein, pour la tenue de la comptabilité. Ah non, mais voilà, il nous a répondu, M. Belot. Alors, ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y a un paragraphe sur lequel on est passé un peu vite, c'est qu'il y a une simplification qui fait que la simplification locale, par dérogation, les CCAS qui ne dépassent pas un certain seuil financier peuvent passer par leur collectivité de rattachement pour l'envoi de ces documents budgétaires à la préfecture si la collectivité elle-même est raccordée à acte budgétaire. Donc, c'est peut-être en lien avec ça la question. C'est-à-dire de dire que selon la taille et l'ampleur du CCAS, ils peuvent soit développer leur propre canal de dématérialisation et de télétransmission des actes, soit profiter de celui de la commune. Donc, c'est peut-être à ça que… Non, effectivement, je vois la précision de M. Belot. En fait, c'est les délibérations en fait, qui ne sont pas dématérialisées. Oui. Ah oui, alors ça, c'est autre chose, effectivement. Oui, oui, alors là, effectivement, on peut avoir des cas de figure où les délibérations ne sont pas dématérialisées. Par contre, la tenue de la comptabilité, elle est forcément dématérialisée. Hein. On n'a plus Voilà, mais je comprends mieux, oui. Désolée. Oui, il n'y a pas de souci. Et puis, encore une fois, sur tous ces sujets qui sont malgré tout un peu techniques, et puis vous, en tant qu'élu, vous en avez tellement de différents à appréhender. Votre CDL, vous avez son 06, vous l'aurez en lien avec le diaporama. Quand vous avez un doute, une question là-dessus, vous lui passez un petit coup de fil, un SMS. Il vous apportera une réponse et il vous aidera sur ces sujets-là. Oui, il n'y a pas de Voilà. souci. Et puis, on peut même faire le lien avec la préfecture hein, pour actes budgétaires. Si vous avez des questions un petit peu particulières, on a aussi la possibilité de faire le lien avec les services de la préfecture. On a des contacts privilégiés aussi avec eux. Donc, voilà, votre point d'entrée, c'est vraiment le CDL. Et après, nous, si besoin, on peut faire le relais aussi auprès des services concernés. N'hésitez pas, en tout cas. Monsieur Maître qui nous dit le CDL, si je peux me permettre, c'est le couteau Oui. suisse, c'est ça, mais mieux parce qu'en franc-comtois, celui-là, plutôt qu'en Suisse. Exactement. C'est bien résumé. Écoutez, je vous propose qu'on passe au dernier sujet d'actualité qu'on voulait traiter, qui concerne la réduction du paiement par chèque et la promotion des modes de paiement alternatifs pour l'encaissement des recettes publiques. Et là, c'est Pierre-Éric qui nous a parlé de facturation électronique qui revient sur cette partie-là. Autre sujet d'actualité, une réforme importante puisque la Direction générale des finances publiques met en place un plan de fin progressive du recouvrement des recettes publiques par chèque avec la fermeture en septembre 2027 des derniers centres de traitement industriel des chèques et titres interbancaires de paiement. Le constat a été fait que les usagers se tournent de plus en plus vers des moyens de paiement dématérialisés, tandis que le chèque est à la fois coûteux en termes de coût de traitement et parfois vecteur de fraude. Et donc, l'objectif, c'est de promouvoir avec vous, en collectivité, les modes de paiement alternatifs au chèque auprès de vos usagers. Donc, aujourd'hui, les usagers doivent se tourner vers ces modes de paiement alternatifs, en particulier le paiement en ligne, qu'on appelle PFIP. Cette offre de paiement en ligne, elle permet à un usager de choisir, par exemple, entre le prélèvement ou le paiement par carte bancaire. Mais également, à partir de septembre 2026,
l'usager aura la possibilité de recourir à un virement simplifié qui permet à quelqu'un qui n'a pas, par exemple, de carte bancaire, de pouvoir payer en ligne en cliquant, enfin, en allant sur son espace bancaire. Oui, c'est un simple clic qu'il renvoie à son espace bancaire et l'usager paye ensuite facilement ses factures locales grâce à ce virement simplifié. Et ce virement simplifié sera mis en place à partir de septembre 2026. Tout ça est possible, cette offre de paiement en ligne, parce que de plus en plus de factures locales sont dématérialisées, puisque l'usager a un espace particulier qu'on appelle Mon espace finance publique sur impôt.gouv.fr. Et à partir du moment où la facture est en ligne et sur son espace, l'usager peut ensuite payer via PFIP ses factures locales dématérialisées sur son espace. Donc, plan de fin progressive, ça ne veut pas dire qu'on n'accompagne plus les usagers un peu éloignés du numérique. On continue de le faire, notamment parce qu'il y a un réseau de 16 000 buralistes, un réseau étoffé de buralistes qui permet des paiements par carte bancaire ou des paiements en espèces jusqu'à 300 € pour ces usagers qui n'auraient pas la possibilité de payer en ligne. Donc, il va y avoir et elle a commencé, mais elle va être plus importante dans les semaines à venir, une grosse campagne de communication à destination des usagers avec des affiches, des dépliants, mais également des bannières numériques qui sont destinées au site web de vos mairies. Et donc, tout ça va arriver très vite, ainsi que des propositions de posts à mettre sur les réseaux sociaux et sur vos réseaux sociaux, à vous aussi, collectivités locales. Comme évoqué à plusieurs reprises, hein, les conseillers aux décideurs locaux ont été sensibilisés sur ce sujet. Ils sont vos interlocuteurs également pour étudier avec vous la mise en place des alternatives au chèque. Et au-delà des conseillers décideurs locaux, les conseillers également, les conseillers France Service sont, voilà, ont des connaissances également pour accompagner les usagers sur ces alternatives et dans le cadre de ce plan chèque. Voilà pour cette réforme. Est-ce que vous avez éventuellement quelques questions ? Alors, on n'a pas de questions dans le chat, c'est pas illogique, c'est un sujet qui peut-être moins en première ligne pour vous, élus locaux. Pour autant, côté finances publiques, du coup, on va essayer d'identifier, on a identifié les plus gros gisements de chèques qui existent au sein des collectivités pour pouvoir apporter en fait un accompagnement un peu individualisé et pour voir quelles sont les solutions techniques qu'il peut y avoir derrière. Et du coup, quels sont comment on peut être facilitateur finalement pour changer de mode de paiement. Voilà. Donc, je pense que votre CDL, là encore, et votre comptable pourront vous solliciter éventuellement pour expertiser des gisements de chèques un peu particuliers sur lesquels on essaiera ensemble de mettre en place des alternatives. Voilà. Écoutez, c'était le dernier sujet d'actualité pour 2026 qu'on souhaitait traiter aujourd'hui. On aurait pu en choisir beaucoup d'autres, mais je pense que nos sujets sont un peu techniques et un peu difficiles d'appropriation parfois, donc le fait de limiter le nombre de sujets nous semblait approprié pour que voilà, on ne vous noie pas sous une masse d'informations. Ce que je voulais vous dire en conclusion, c'est que vous avez également alors, pouvez-vous remontrer la slide avec les références de notre comptable si on peut remettre. Mais vous allez la recevoir très vite, hein, le diaporama, mais vous aurez tout. Voilà. Et je pense que c'est peut-être celui-là avec la liste des comptables publics. C'est bien ça, oui. Voilà. Dans tous les cas, moi, je voulais vous dire que
Vous avez également tout un tas de ressources à votre disposition. On vous fera suivre là aussi des éléments. On a des ressources qui sont nationales sur lesquelles on a des vidéos YouTube, plein de choses des finances publiques. Vous avez également des dépliants thématiques sur la facturation électronique, sur la TVA, sur le compte financier unique, qui sont sur le site collectivité locale, sur lesquels vous pouvez aller chercher des infos. On a également une lettre d'information, une newsletter à destination des maires qui est adressée tous les trimestres. Et on a également une lettre à destination des secrétaires de mairie qui est adressée également tous les trimestres. On vous enverra également le webinaire enregistré ainsi que le diaporama, nous dit l'AMR. Merci beaucoup, Madame Mongenet, d'assurer ce SAV. Et puis, je voulais vous dire également que, voilà, donc des lettres, hein, on pourra vous les remettre en visibilité. Et donc, on vous envoie, bien entendu, tous ces documents. On essaiera de s'améliorer sur les prochaines visios sur notre transmission de documents, là. On a un petit sujet ce soir pour ne rien vous cacher, c'est que vers 7h15, 7h30, se met en route une partie de l'alarme dans les locaux de la DDFIP et plutôt que d'être en salle visio, on est allé se réfugier un peu à la direction pour pouvoir échapper à l'alarme. Mais du coup, on n'avait pas un outil de visio qui était forcément très convivial et très pratique pour cette soirée. Donc la prochaine fois, on essaiera de faire mieux sur ce plan-là. Dans tous les cas, moi, je vous redis qu'on est à votre disposition. Le métier de maire est difficile. Vous avez de très nombreux sujets à maîtriser. Si on peut vous aider, vous accompagner, ça sera avec plaisir. Je vous repasse également je vous redis également que cette question de partenariat est un sujet qui importe énormément à Chantal Goubert, la directrice départementale des finances publiques. Et donc, je crois que c'est vraiment de cette façon-là qu'on arrivera à produire un très bon travail ensemble. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie aussi parce que je trouve que vous avez su faire vivre le chat et qu'on a pu interagir tout au long de la présentation, ce qui est une très bonne chose. Et donc, on a un message également de remerciements d'un CDL qui nous ont déjà rencontrés, Monsieur Fabien Daran, et qui les a déjà bien conseillés depuis 2 mois. Et bien, écoutez, j'en suis ravi, c'est une très bonne chose. Donc, merci à toutes et tous. À bientôt. On se reverra peut-être pendant les réunions d'arrondissement. Et après, on sera bien évidemment à votre disposition tout au long de l'année. N'hésitez pas également à faire un retour, que ce soit à la DDFIP ou à l'AMR, du format des visios, de ce que vous souhaitez. On peut évidemment s'adapter à votre service. Je ne sais pas si Madame Mongenel, vous voulez intervenir. Mon président a dû partir, donc on remercie évidemment tous les participants. N'hésitez pas à nous renvoyer par mail des demandes plus précises qu'on fera parvenir à la DDFIP. Bon, moi de mon côté, Madame Prince va m'envoyer le webinaire enregistré, je vous l'enverrai, ainsi que le PowerPoint. Voilà, mais on est toujours là pour vous, donc pas de problème. Voilà. Je vous remercie en tout cas, Monsieur Chapaz, Madame Lachavanne. J'ai pas noté tous les noms, je suis désolée. Alors, il y a Monsieur Éric Guiret qui est en charge du Voilà. service public local et Pierre-Éric Luberne qui est en charge de la facturation électronique et de la réduction du paiement par chèque. Eh ben, merci à tous pour votre intervention et merci à toutes les communes, les maires, les secrétaires de mairie qui se sont connectés. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, bonne soirée à toutes et tous et à bientôt. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.
Là, en fait, si je veux le mettre à pause, si je vais toucher, ça me fait un pas d'enregistrement. Ouais. Si je le mets en pause, il me met impossible. T'es mis en haut-parleur. Monsieur Chapaz était dans le bureau de Brigitte. Le problème, c'est le produit, veuillez réessayer, j'ai compris. Sonia, elle sait comment on met fin, comment on enregistre? Ah ben, il faut le Brigitte, elle était plus là du coup. Brigitte, elle était encore là. Ah, parce que là, du coup, c'est en enregistrement, mais quand je veux le mettre en pause, il me dit que c'est pas possible. Est-ce qu'il faut d'abord couper la… Ah ouais, alors ça, laissez. Et quand tu veux couper, ça coupe pas alors, l'enregistrement. Si je coupe, de toute façon, à un moment, je vais mettre quitter, puis c'est tout. Ça a été enregistré? Ah bah alors là. C'est pas possible. Déconner. Vous avez coupé le micro et tout? De toute façon, auto-meeting, ça va